Mais c'est tout, donc je donne la parole à Margot ou à Isée, je ne sais pas comment vous êtes combinés. Je vais commencer rapidement. Ouais. D'accord, ok, super. Merci Michel. Tout le monde entend bien? Ouais. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être présents pour cette séance du séminaire décolonial consacrée à la discussion de l'ouvrage Critical Race Theory, une introduction au grand texte fondateur. C'est un pavé, je vous le montre. Dirigé donc par Ouria Bentouami, maîtresse de conférences en philosophie à l'université de Toulouse, et Mathias Moschel, et publié en 2017 donc aux éditions Dallos. On est vraiment extrêmement heureuse d'accueillir avec nous en ligne la co-directrice de l'ouvrage, Ouria Bentouami, et on est vraiment très honorée, très heureuse de dialoguer avec elle aujourd'hui autour de cet ouvrage qui est vraiment fondateur pour, disons, le destin, la trajectoire de la Critical Race Theory en France. Pour présenter Ouria Bentouami en quelques mots, ses domaines de recherche sont la philosophie sociale et politique, donc les théories, je le mets au pluriel, critiques de la race et la théorie critique féministe. Ses travaux s'inscrivent en quelque sorte au croisement des questions relatives à la race, au genre et aussi à la classe. En 2015, elle a publié 2 ouvrages aux éditions PUF. Donc le premier, Le dépôt des armes, non-violence et désobéissance civile, et ensuite Race, culture, identité, une approche féministe et postcoloniale. Et depuis, de très nombreux articles, notamment en lien avec l'imbrication des rapports de pouvoir, l'intersectionnalité, etc. Je passe la parole à Isée. Oui, donc encore une fois, bonjour à toutes et à tous, et je m'excuse de ne pas avoir pu être présente parmi vous. Oui, pour continuer un peu cette introduction à la séance, donc on vous avait partagé l'introduction, et on a fait ce choix parce qu'il constitue en fait l'un des textes fondateurs de la théorie critique de la race, et donc il nous semblait important de revenir là-dessus dans la discussion. Mais on a aussi choisi d'étendre la discussion à l'avant-propos de l'ouvrage parce qu'il nous a semblé qu'il exposait clairement le projet intellectuel du livre, les choix qui le guident, et donc il aussi justifiait la pertinence de l'usage de la théorie critique de la race pour les sciences sociales et humaines en Europe et en France en particulier. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi de rentrer un peu dans les détails de l'avant-propos. Une précision qu'on voulait faire aussi avant de commencer la séance concerne un peu notre position. En fait, on a lu cet ouvrage en tant que doctorante en sciences politiques, rattachée à des universités françaises, et donc c'est en tant que chercheuse intéressée par les questions raciales qui touchent nos sujets de recherche sans pour autant en être au cœur. Donc, qu'on a voulu aborder cette discussion. Donc, moi, j'étudie le panafricanisme au Maroc et Margot, la diplomatie culturelle, dans le cadre d'un programme de l'AFD dans plusieurs pays africains. Et c'est donc en tant que non spécialiste des questions raciales, mais convaincue de la nécessité de les mobiliser, surtout dans le contexte d'une certaine résistance à l'université française et dans le débat public vis-à-vis des questions de la race et du décolonial, accusée notamment d'imposer une perspective américaine et donc qui serait inadaptée sur la société française, donc que nous voulons construire cette discussion avec vous. Et je repasse la parole à Margot. On va procéder en 3 temps. Donc d'abord, je vais présenter les points de dialogue intéressants autour de l'avant-propos de l'ouvrage. Ensuite, Isée présentera dans les grandes lignes l'introduction de l'ouvrage et ce qui lui a semblé poser question. Et en fait, ces 2 présentations nous serviront à ouvrir le dialogue avec Ouria Bentouami. Et on aimerait lui poser un certain nombre de questions qui nous sont venues toutes les 2 à la lecture de l'ouvrage. Et ensuite, bien sûr, on ouvrira la discussion avec vous à la fin. Donc on trouvait que c'était important de commencer par évoquer l'avant-propos du livre, écrit donc par les 2 co-directeurs, qui clarifie les enjeux relatifs à la traduction. Une double traduction, d'abord la traduction linguistique de l'anglais vers le français, et une traduction contextuelle et conceptuelle, parce que l'ouvrage est constitué d'un certain nombre de chapitres, à la fois avec des traductions des textes représentatifs du corpus de la Critical Race Theory, et des chapeaux introductifs qui contextualisent ces textes. Et en fait, cet avant-propos, c'est une manière, en quelque sorte, de prendre les lecteurs français par la main, parce que les 2 auteurs prennent soin de donner des précisions linguistiques, sémantiques, sur les concepts clés du livre. Donc, comme ils l'écrivent, la problématisation des concepts est souvent très dépendante des contextes socio-historiques dans lesquels ils sont formulés. Et au-delà de ces enjeux de traduction, en fait, l'avant-propos met vraiment en avant l'intérêt, la pertinence
de mobiliser ces outils dans le contexte européen et plus spécifiquement français, ce qui va de pair avec des tensions, des questionnements, voire des malentendus, on va y venir. Donc ils commencent vraiment, ils attaquent avec le cœur du sujet, donc le mot race, dont on sait à quel point il est chargé. Les auteurs précisent tout de suite qu'ils optent pour une utilisation décomplexée du terme, donc sans guillemets, tout en rendant compte On entend toujours ? C'est bon. Ouais. Tout en rendant compte de sa complexité. La race, c'est un signifiant flottant, selon l'expression du sociologue Stuart Hall, c'est-à-dire qui ne cesse de se recomposer sous des formes différentes, renouvelées, y compris jusqu'à un certain antiracisme d'État. Et les auteurs insistent vraiment sur la très forte continuité du racisme dans les sociétés post-traumatiques qui ont subi l'esclavage, le colonialisme, la ségrégation, l'extermination, et précisent qu'on ne peut pas lutter contre le racisme sans prendre acte de la race comme un fait incontestable de la structuration des rapports sociaux. Donc par race, tout de suite, pour lever tout malentendu, il faut entendre un rapport social qui consiste à classer, hiérarchiser, dominer les individus à partir d'un marqueur en général physique, supposé les différencier d'autres individus non marqués, représentant la norme idéale. Donc le contexte français est très vite évoqué dans l'avant-propos et je trouve ça intéressant d'y revenir là, évidemment, dans ce contexte français. Comme on le sait tous, ici, le mot race en France se heurte à des résistances, mais le mot est faible pour ne pas dire des disqualifications très très fortes, dans l'espace médiatique, politique, mais aussi universitaire. D'abord, il y a cette idée que l'histoire esclavagiste, coloniale, appartiendrait au passé et n'aurait plus d'effet sur le présent. Vous vous rappelez des débats qui sont rappelés par les auteurs il y a 10 ans, en 2013, autour de l'élimination du mot race dans la Constitution, dans les codes juridiques de la Constitution. Donc, dans l'avant-propos, ils disent, voilà, certes, c'était une intention louable d'entériner dans le langage juridique la disqualification scientifique de l'usage raciste de race, mais il ne suffit pas de supprimer le mot pour faire comme si il n'y avait plus de sujet et que la question n'existait plus. Donc, en fait, il y a une sous-évaluation de l'intérêt intellectuel de conserver un usage critique du concept de race dans la lutte contre le racisme. Il y a un autre discours récurrent en France, on aurait remplacé la classe par la race, donc peut-être vous rappelez le discours d'Emmanuel Macron sur l'ethnicisation de la question sociale, qui casserait la République en deux, etc. Il y a aussi le livre de Stéphane Beau et Gérard Noiriel, Race et sciences sociales, qui a été publié en 2021. On pourra peut-être y revenir. Et en fait, donc, l'avant-propos insiste vraiment sur le fait que le livre ne propose pas une substitution de l'analyse raciale à une lecture sociale de la société française, mais il s'agit de légitimer des recherches qui prennent en compte ce facteur de discrimination, comme ce qui structure la société, mais de manière imbriquée avec d'autres facteurs de discrimination, donc la classe, mais parmi d'autres facteurs aussi, dans les rapports sociaux, économiques, culturels, y compris sexuels. Donc les auteurs appellent aussi les confusions en France intellectuelles très déplorables et dangereuses dont le concept critique de race fait l'objet, mais pas seulement en France. On peut aussi ajouter, comme disait Zé tout à l'heure, que le discours souvent en France consiste à dire que parler de race reviendrait à américaniser le débat, donc comme si c'était une question propre aux États-Unis. Et c'est un argument qui revient souvent pour délégitimer les théories critiques de la race en France. Ce seraient des questions identitaires, avec des guillemets, qui nuiraient à la neutralité républicaine supposée et aussi l'objectivité de la méthode scientifique. Donc ces discours contribuent à délégitimer l'analyse de la persistance des rapports sociaux de race, au-delà des phénomènes plus évidemment racistes comme les injures raciales, parce que l'avant-propos insiste bien sur le fait que le propre du racisme dans les sociétés postcoloniales, post-ségrégationnistes, c'est d'être beaucoup plus ambivalent, beaucoup moins décelable. Voilà, donc ça c'était pour le mot race en résumé. Je vous montre juste ce petit livre Race de Sarah Mazous qui est apparu aux éditions Anamosa, qui résume bien aussi tous ces enjeux que je viens d'évoquer rapidement. Et l'avant-propos évoque aussi le concept de blanchité, qui correspond au terme whiteness, qui peut, selon les auteurs, mettre mal à l'aise les lecteurs français, encore une fois, tellement ils ne sont pas habitués à le côtoyer, parce que les travaux sont encore rares aujourd'hui, et provoquent des paniques morales dans l'espace médiatique, politique. On l'a vu en 2021 après le meurtre de George Floyd, autour de la notion de privilège blanc. Donc le paradoxe de la blanchité, écrivent les auteurs, c'est qu'il s'agit d'un marqueur non marqué, donc qui fonctionne d'autant mieux qu'il est implicite. La blanchité engendre des bénéfices sociaux et consiste à particulariser l'autre tout en refusant d'être particularisé, puisque se pensant comme la norme et revêtant les atours de la neutralité, de l'universalité, etc. Et sur la résistance au concept de blanchité et tout ce dont il est chargé, on peut citer la notion d'épistémologie de l'ignorance, il me semble qu'elle est de Charles Smith, je montre aussi ce livre qui a été traduit récemment aux éditions Mémoire d'Encrier, le contrat racial de Charles Mills, pardon.
Donc l'épistémologie de l'ignorance, qui est une production de l'ignorance délibérée, qui consiste à ne pas tenir compte des savoirs critiques minoritaires. On pourra peut-être y revenir dans la discussion. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'avant-propos, c'est la notion d'inquiétude de la traduction, pour exprimer les doutes, l'instabilité de ce processus. Je vous avais entendu dire, Ouria, lors d'une conférence sur le féminisme décolonial matérialiste, que c'était important de toujours avoir une inquiétude vivante, dynamique, pour les catégories qu'on mobilise. Et vous aviez aussi employé le terme à propos du devenir minoritaire, qui est un concept de Deleuze, sur la nécessité d'entretenir une inquiétude, notamment quand on bénéficie de privilèges, donc ce qui passe par exemple par le fait de se demander quelles sont les conditions de notre confort. Donc on y reviendra là aussi peut-être. En tout cas, voilà, l'avant-propos, donc vous parlez de l'inquiétude de la traduction, notamment à l'égard du terme color blindness, traduit par indifférence à la couleur de peau, et celui de people of color par personne ou individu racisé. Donc ce choix a à voir avec l'histoire du colorisme qui a été pratiqué pendant la période esclavagiste, aussi bien aux États-Unis que dans l'ensemble des colonies françaises, espagnoles, portugaises, britanniques. Donc le fait d'opérer une classification des individus en fonction de la pigmentation de la peau à partir de la valeur étalon que serait la blancheur et la valeur repoussoire que serait la couleur noire. Vous précisez que le fait de se revendiquer comme noir ne signifie pas la croyance dans ces régimes de classification, mais c'est la compréhension d'une expérience commune d'oppression. D'où les différentes traductions dans l'ouvrage pour une même expression, people of color, en fonction du contexte. Donc ça peut être personne de couleur quand il s'agit des discours racialistes, ou personne racisée quand il s'agit de discours critiques de ces politiques. Et pour finir sur les précisions linguistiques, vous revenez aussi sur l'expression affirmative action, qui est souvent traduit un peu rapidement par discrimination positive, ou encore le terme libéral, ses différents usages, etc. Donc c'était important d'entrer par la critical race theory, par les mots, et on y reviendra, je pense, tout à l'heure dans la discussion. Et pour finir, il y a aussi quelques précisions au-delà du lexique sur le contenu de l'ouvrage. Donc vous résumez l'intérêt principal de l'ouvrage, comme le fait de questionner la manière dont le droit peut produire la race, donc notamment se demander comment le concept de race, qui est très souvent débattu, retrouve une force analytique et critique pour saisir à la fois ce qui dans le droit peut déposséder, ou à l'inverse, permettre la construction d'un contre-récit. Donc si la race n'opère pas dans les mêmes discours et les mêmes modalités aux États-Unis et en Europe, tout l'enjeu de l'ouvrage, c'est de montrer dans quelle mesure la production de la race dans des contextes donc, politiques, juridiques très différents, trouve une forme de comparaison possible. C'est le terme commensurabilité qui est employé dans l'ouvrage, et de montrer que la critical race theory, qui est un mouvement très divers par ailleurs, qui s'est beaucoup déplacé, réactualisé, comment ce mouvement peut jouer le rôle d'un opérateur de déplacement de notre rapport au droit et à la race en Europe, et plus spécifiquement en France. Donc c'est vraiment l'ambition de poser les bases d'un savoir à partir d'un pensée vraiment structurel, d'où la traduction et aussi tout ce qui est les introductions contextualisées dans l'ouvrage pour interroger la pertinence du transfert de ces catégories. Je laisse la parole à Isée pour poursuivre. Oui, alors donc moi je vais enchaîner sur la présentation de l'introduction de l'ouvrage. Et plus précisément, donc, cette introduction, c'est la traduction de l'anglais vers le français de l'introduction de l'ouvrage Critical Race Theory, The Key Writings That Formed the Movement, c'est-à-dire qu'on peut traduire par la théorie critique de la race, les écrits clés qui ont formé le mouvement, publié en 1995 aux éditions de New Press, et qui est écrit par Kimberlé Crenshaw, Neil Kotanda, Gary Peller et Kendall Thomas, tous professeurs en droit et spécialistes de la théorie critique de la race. Donc, Kimberlé Crenshaw est aujourd'hui rattachée à l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA et à Columbia, tandis que Neil Kotanda exerce à la Western State University à Fullerton, en Californie, Gary Peller au Georgetown Law Center à Washington, et Kendall Thomas à Columbia également. Et donc, cet ouvrage, Critical Race Theory, The Key Writings That Formed the Movement, il est considéré comme un des ouvrages fondateurs de la théorie critique de la race, un des manuels en quelque sorte permettant d'aborder ce courant de pensée et cette approche scientifique. Mais ce qui fait véritablement la spécificité de cet ouvrage et ce qui a justifié le choix de l'autrice et de l'auteur de cet extrait en particulier, c'est que c'est la première tentative de théorisation de la théorie critique de la race. Et donc, dans cette introduction, les théoriciennes et théoriciens de la
théorie critique de la race, cherche à retracer la généalogie de ce mouvement intellectuel et universitaire. Ils le font, et elles le font, en particulier en l'inscrivant dans le contexte universitaire états-unien des années 1970, et plus largement, alors je ne sais pas si on... Voilà, j'espère qu'on m'entend, et plus largement dans les débats qui traversent la société états-unienne, après l'abolition de la ségrégation raciale à partir de la deuxième moitié des années 1960, obtenue par le mouvement des droits civiques, après plusieurs années de lutte réprimée dans la violence. Et donc, ce qui m'a semblé très intéressant dans cette introduction, c'est comment elle met en lumière l'imbrication qui est vraiment au cœur du projet intellectuel de la théorie critique de la race, entre le contexte social et politique, et plus spécifiquement la lutte contre l'histoire des luttes sociales et politiques, et la production des savoirs scientifiques. Donc, entre savoir et politique, entre production théorique et engagement politique, et plus spécifiquement dans ce contexte, entre la lutte contre les discriminations raciales et la constitution d'un savoir juridique justement plus à même de lutter contre ces dernières. Et donc, c'est sur cet aspect, l'interaction entre savoir et pouvoir, que j'aimerais insister dans le cadre de cette discussion, parce que je pense que c'est vraiment au centre de la théorie critique de la race, et aussi parce que ça résonne avec mes travaux sur le panafricanisme et ses tentatives de constitution de savoir contre-hégémonique au service de la lutte panafricaine. Donc, tout d'abord, le premier point sur lequel j'aimerais revenir, et que selon moi ce texte met en avant, c'est la manière dont la théorie critique de la race est une réponse à un contexte idéologique spécifique états-unien. Dans ce contexte-ci, le racisme est défini d'une telle manière qu'il est rendu impossible de lutter, notamment avec les outils du droit, contre les discriminations raciales. Le racisme est dans ce contexte conçu comme le contraire à l'indifférence à la couleur de peau, la fameuse colorblindness. Le racisme n'est pas conçu dans ce contexte comme un phénomène touchant de manière systématique les institutions états-uniennes. Beaucoup considèrent alors, que ce soit les libéraux ou les conservateurs, qu'avec la fin de la ségrégation raciale, la société états-unienne serait devenue colorblind. Et donc la théorie critique de la race va se positionner par rapport à ce contexte et va remettre en cause l'idée selon laquelle la société états-unienne serait colorblind. Et elle va mettre en avant que le racisme continue de marquer de manière fondamentale la société états-unienne. Et pour cela, elle va montrer comment le droit peut être un instrument efficace pour lutter contre les discriminations raciales, contre le racisme. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir et qui est mis en avant par ce texte, c'est comment la théorie critique de la race s'imbrique avec les mouvements de gauche. Plus spécifiquement, la théorie critique de la race s'inscrit dans un contexte de renouvellement dans les années 1970 des mouvements de gauche, majoritairement blancs et notamment néo-marxistes, à l'université et plus particulièrement dans les départements de droit. Donc ces mouvements, ils vont constituer une nouvelle approche en études juridiques appelée les Critical Legal Studies et ils vont être surnommés CRITS. En fait, ces mouvements-là s'inscrivent dans la lignée d'autres penseurs et penseuses du droit, notamment ceux rattachés et celles rattachées au réalisme juridique, un courant qui avait mis en avant que l'interprétation juridique n'est pas et seulement en apparence neutre et objective, et qu'elle est en réalité fondée sur le politique. Je cite page 25. Et que le droit pouvait servir à opprimer les populations, notamment les classes populaires, les travailleurs et les travailleuses, je cite. Et donc, les futures théoriciennes et théoriciens critiques de la race vont interagir avec ce mouvement de gauche dans la deuxième moitié des années 1980, et ils vont bénéficier de la remise en cause, par ces fameux CRITS, de certains principes dominants des études juridiques à cette époque. Le premier principe dominant
que les Crits vont remettre en cause, c'est l'idée que le droit serait rationnel, apolitique et technique, et que donc les praticiens et les praticiennes du droit seraient simplement des techniciens et des techniciennes appliquant les règles juridiques de manière mécanique. La pensée libérale conçoit le droit comme l'opposé de la politique, donc la politique qui serait indéterminée, subjective et arbitraire, alors que le droit serait au contraire déterminé, objectif, encadré et neutre, et donc qui viendrait réguler en quelque sorte la politique. Et donc avec cette appréhension objective du droit, il devient impossible de critiquer les dysfonctionnements à l'intérieur du droit, les rapports de pouvoir qui s'y jouent, et donc de politiser son usage. Et donc c'est ce que vont mettre en avant les Crits en contestant cette objectivité du droit. Ils vont mobiliser le droit comme instrument de justice sociale. Et on va retrouver cette remise en cause de ces principes-là chez les théoriciennes et les théoriciens de la théorie critique de la race, qui vont parler du droit non seulement comme un outil au service de la justice sociale, mais aussi au service de la justice raciale. Un deuxième principe dominant du droit à l'époque que les Crits vont remettre en cause, c'est l'idée que les universités seraient des espaces neutres. Ils vont mettre en avant que les universités sont des lieux de production d'un ordre social injuste qu'il faut remettre en cause. Ils vont donc repolitiser l'université en articulant politique et enseignement, militantisme et production des savoirs, changement social et production théorique. Les universités devraient devenir, à leurs yeux, je cite, des lieux d'organisation de résistance politique, de production et de sensibilisation à une doctrine et une transformation progressiste, des lieux de contestation idéologique. Et c'est ce qu'on va aussi retrouver chez les Critical Race Theorists, qui vont exposer la manière dont les universités sont des productrices de l'idéologie d'oppression raciale et qu'elles doivent donc devenir des espaces aussi de lutte sociale et politique. La Critical Race Theory se développe comme une réponse à un certain paradoxe dans les universités états-uniennes de l'époque, des universités qui se disent progressistes mais qui refusent d'embaucher des professeurs noirs parce qu'il n'y aurait pas de professeurs noirs qualifiés, si on reprend leur argumentation, et elles refusent également de proposer des cours spécifiquement axés sur les questions raciales, parce que ce sujet ne mériterait pas de cours en tant que tel. Et donc face à cette situation, les futures théoriciennes et théoriciens critiques de la race vont développer des cours alternatifs, ouvertement positionnés à gauche, qui vont aborder de manière centrale, je cite, le pouvoir racial et sa relation avec le droit. Et donc c'est ainsi que la Critical Race Theory a été créée. Maintenant, le troisième point sur lequel je voudrais finir et qui est mis en avant par ce texte, c'est les apports spécifiques de la théorie critique de la race. C'est-à-dire que, certes, les tenants et les tenantes de la théorie critique de la race vont bénéficier de, que je vous ai expliqué, de toute cette remise en cause de certains principes dominants dans les études juridiques par les Crits, mais ils vont aussi, et elles vont aussi, dépasser la production théorique des Crits. Donc, la théorie critique de la race va bénéficier de l'introduction par les Crits de la question raciale. C'est-à-dire que les Crits ils vont mettre en avant le système d'oppression sociale que le droit et les facultés de droit reproduisent, et donc ainsi, ils et elles vont ouvrir une brèche pour l'oppression basée sur la race, qui est considérée comme un des mécanismes de domination sociale. Mais les Critical Race Theorists vont identifier des manquements dans la conception de la question raciale par les Crits. Déjà, ils vont réagir face à, je cite, l'échec des Crits à se confronter à la particularité de la race et au caractère spécifiquement racial des intérêts sociaux. Page 40. C'est-à-dire qu'ils vont et elles vont réagir face au fait que les Crits ne prennent pas en charge de manière centrale la question raciale. Pour certains et certaines, cela pouvait même aboutir, selon ce texte, chez les Crits, à un scepticisme constant, voire un dédain envers tout projet théorique ou politique organisé autour du concept de race. Page 40. Avec l'idée que, puisque la race biologique n'existerait pas,
alors elle ne pourrait pas constituer un instrument d'analyse sociale. Ce qu'on retrouve d'ailleurs chez certains universitaires positionnés à gauche en France, dont par exemple Margot à Paris. Un deuxième élément sur lequel les critical race theorists vont s'opposer par rapport à la production théorique des crits, c'est l'idée selon laquelle le racisme serait un produit quasi exclusif du pouvoir hégémonique et donc il serait absent du mouvement des crits qui représenterait les intérêts des populations opprimées socialement. Dit autrement, je cite, les crits n'ont pas supporté la critique des personnes de couleur sur leur propre blanchité. Et donc, les critical race theorists expliquent comment, au sein des crits, au nom de l'union du mouvement face à un ordre social oppressif, la question raciale a été reléguée à l'arrière-plan. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve dans un certain nombre de mobilisations collectives, et notamment dans les mouvements nationalistes, qui incitent à mettre de côté les appartenances en termes de genre et de sexualité au profit de l'identité qui serait partagée par le groupe, et donc par exemple la nation pour les groupes nationalistes. Un troisième élément sur lequel les critical race theorists se démarquent des crits, c'est sur leur appréhension du droit. Les crits considèrent de manière globalement négative le droit comme un outil de domination sociale. Alors que les critical race theorists mettent en avant que le droit aussi peut être un instrument positif pour les minorités raciales. Et notamment, ils expliquent comment le droit a historiquement été un instrument qui peut réinscrire les Afro-Américains et Afro-Américaines dans, je cite, l'imaginaire politique américain comme citoyens à part entière. Et donc, les critical race theorists mettent aussi en avant l'invisibilité des mémoires, des imaginaires, des luttes et des perspectives des minorités racisées au sein de la pensée des crits. Et donc, ils mettent aussi en avant la nécessité de mettre en lumière l'ensemble de ces imaginaires, de ces mémoires, dans une production théorique sur le droit et plus particulièrement sur la race. Pour conclure, on peut dire que l'apport spécifique de la théorie critique de la race, c'est d'avoir conçu une analyse de la manière dont le droit produit un pouvoir racial. Et ce pouvoir racial, c'est pas uniquement l'idée que le droit n'est pas neutre et qu'il peut réduire, je cite, l'étendue des mesures antidiscriminatoires. C'est pas non plus l'idée que l'interprétation, c'est pas non plus seulement l'idée que l'interprétation du droit n'est pas objective, mais peut aboutir à des décisions partiales, mais c'est beaucoup plus fondamentalement que le droit reproduit les structures et les pratiques de la domination raciale, je cite. Donc en fait, pour moi, et c'est ce que met en avant ce texte, l'apport spécifique de la théorie critique de la race, c'est comment ils mettent en avant que la domination raciale est inscrite profondément dans les fondements de la société états-unienne, et notamment dans ses fondements juridiques. Et donc c'est ainsi que la théorie critique de la race a fondé un champ de recherche en études juridiques qui adopte une approche non essentialiste de la race, en la concevant comme un outil d'analyse sociale et non pas une catégorie biologique ou identitaire, et en abordant les processus par lesquels le droit participe à la racisation de la société américaine, je cite. Et donc elle permet d'intégrer certaines analyses issues des mouvements pour l'égalité raciale, et notamment pour l'émancipation des Afro-Américaines et Afro-Américains, en mettant en avant, encore une fois, l'interaction entre savoir et politique, et plus spécifiquement, théorie, critique et antiracisme. Merci beaucoup, et je repasse la parole à Margot. Merci Isée. Maintenant, on va ouvrir la discussion avec Lia Bentouani. Peut-être juste pour commencer, ce livre a été publié en 2017, maintenant on est en 2024. Est-ce qu'il vous semble que les choses ont évolué en termes de réception, de mobilisation des théories critiques de la race, et de manière plus générale les perspectives qui prennent en compte la question raciale dans l'analyse des faits sociaux? Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier de l'invitation. C'est vraiment, je suis très heureuse en fait que le livre soit ainsi lu de manière collective. Alors, précisément par rapport à votre question, la raison pour laquelle aussi je vous remercie de ça, c'est parce que
finalement, ce livre a une réception, mais une réception qui est dans des champs qui sont hors du droit. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que on a eu beaucoup de mal en fait à trouver des juristes, on va dire, pour cet ouvrage en France, qui est lié à la formation même juridique, mais aussi à une résistance très forte en fait de la compréhension du droit en France et à cette idée qui est au cœur de ce que Husset a rappelé du mouvement de la critical race theory, et effectivement de repenser cette notion de savoir-pouvoir en réalité, c'est ça, de comprendre aussi qu'il est nécessaire de revoir les épistémologies juridiques, par exemple, ça c'est très puissant, en intégrant précisément les demandes de justice sociale qui viennent depuis une compréhension, tout simplement, des mouvements de l'antiracisme, pour le dire rapidement. Donc concrètement, depuis 2017, alors, en droit, il y a vraiment très peu de choses, mais quand même, j'aimerais signaler le travail remarquable de Lionel Zéboulot, qui est à Nanterre, et qui a, pendant un an ou deux, qui avait fait même tout un projet de recherche quand même autour de droit et race, et qui a soutenu son HDR autour de cette question-là, il faut dire en droit. Après, critical race theory, c'est un terme qui désormais, en fait, s'est émancipé aussi du droit, même aux États-Unis. C'est-à-dire, ça va recouper l'ensemble, en fait, des théorisations critiques de la race dans tout le champ, en réalité, des sciences humaines et des sciences sociales. Donc, aussi bien en littérature qu'en géographie, qu'en histoire, vous voyez. Donc là, c'est intéressant de voir du point de vue aussi français, il y a beaucoup plus finalement dans les sciences sociales non juridiques et pas non plus en économie, mais dans le reste des sciences sociales, vous avez quand même des questions raciales qui sont davantage abordées, et notamment en réinscrivant la question, l'articulation intersectionnelle, on va dire, entre les différentes formes de domination. Donc c'est devenu aussi la question de la race comme méthode, comme outil critique, vraiment, commence à infuser, infuse dans plusieurs travaux. Et je pense que ça va au-delà simplement de la réception de la critical race theory, il y a un contexte bien français aussi sur ces questions-là. Donc voilà, pour avoir juste je voudrais juste signaler quand même la revue Marronnage, qui s'appelle quand même, le sous-titre, c'est les questions raciales au crible justement des sciences sociales, et donc voilà, qui met en œuvre en fait cette transversalité-là à la fois différentes disciplinaires, et la transversalité cette fois-ci au sens de comprendre la transversalité des oppressions. Merci beaucoup pour cette première réponse très éclairante. On se demandait aussi, comme on est dans le cadre d'un séminaire qui s'appelle Décolonial et universel, comment peut-être vous pensez les liens en tant que philosophe entre le signifiant race et celui de décolonial ou celui d'universel aussi. Déjà, ce qu'a contribué finalement à mettre en avant les théories critiques de la race, c'est précisément que le concept ou la catégorie même d'universel et les politiques faites au nom de l'universel, en fait, l'universel a une histoire. Cette catégorisation-là, cette norme-là a une histoire, elle a une historicité, pour le dire comme ça, et elle a également une localisation située. Et donc ça, c'est, je trouve, assez intéressant. Ça veut dire que si on remet l'histoire universelle dans le cadre d'une géopolitique de la connaissance, par exemple, ça veut dire qu'on va prendre en compte non seulement les rapports de pouvoir qui mettent en œuvre, produisent un discours de l'universel qui vient obscurcir ces conditions de production locale et épistémique, en fait. Et puis, c'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, c'est la modernité, dans l'idée en fait qu'il y a dans l'idée d'aujourd'hui de décoloniser les savoirs, c'est que précisément la modernité européenne, il y a un récit de la modernité européocentrée qui a, d'une certaine façon, déchu les autres prétentions locales, régionales, dites périphériques par rapport à l'Europe, à l'universalité.
Donc il y a bien un lien entre les deux, au sens où précisément la catégorie même d'universel en tant que catégorie qui s'est construite historiquement comme étant européocentrée, a colonisé, en fait c'est vraiment ça, a colonisé les autres visions du monde, les autres, avec l'entreprise tout simplement coloniale. Ensuite, là, la question entre colonisation, par exemple, et puis race, elle est intéressante aussi à explorer. Et là aussi, je ne peux pas donner une réponse très générale, mais c'est quand même intéressant que le schéma même de la colonisation porte en lui, en tous les cas, depuis, avec cet acte, quand même, l'histoire quand même fondatrice de l'esclavage transatlantique, l'idée d'une racialisation. C'est-à-dire que dans la colonisation, il y a nécessairement la production, l'accumulation, une différenciation anthropologique, et donc qui prennent la forme d'une racialisation au sens où ça va vouloir dire évidemment une distribution inégale des ressources, des ressources sociales, des droits, de la dignité, et des formes de subjectivité différenciée. Donc il y a bien un lien entre les deux finalement. Il n'y a pas justement, dans toute forme de colonisation, il y a une racialisation, en tous les cas à partir comme je disais, de l'esclavage transatlantique. Et puis du point de vue ensuite de la racialisation, ce qui est très intéressant, c'est les travaux de Fanon, entre autres, c'est la colonisation intérieure. On a appelé, et ce thème de la colonisation intérieure, c'est un schéma très puissant en fait, qui a été aussi bien pensé, j'allais dire, par certains mouvements du Black Power, c'est passé au sens géographique du terme presque, et racial, vous voyez, du terme, qui a été pensé par Gramsci d'une certaine manière, la colonisation intérieure entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, vous voyez, et puis la colonisation intérieure, c'est aussi au sens de l'intériorité psychique, vous voyez. Donc on a comme ça un déploiement en fait de différenciation anthropologique et un schéma puissant en fait un opérateur de colonisation qui se déploie sur les corps et les espaces de manière très, très intense. Merci beaucoup. Et le livre questionne beaucoup les ponts, les passerelles, on l'a dit, les comparaisons, les circulations entre les contextes états-uniens et français concernant la question raciale. Et on se demandait, c'est une question un peu large, mais pour vous, quel rapport, du coup, vous avez un petit peu commencé à en parler, la théorie critique de la race entretient-elle avec les champs de recherche qui ont travaillé cette question-là en France? Comment vous appréhendez? Alors, c'est-à-dire que tout l'objet, ça a été même compris par exemple pour l'ouvrage, c'est d'essayer de comprendre les résistances aussi en France à une compréhension du racisme à partir de la théorie critique, des théories critiques de la race, et en employant en fait le terme de race. C'est vraiment cette idée-là. Et ce qu'on a remarqué, c'est que précisément, il y a un champ qui était quand même, j'allais dire, qui peut complètement prendre en charge cette approche-là, et qui est celui du champ de la sociologie de l'immigration. Enfin, des migrations, et puis pendant longtemps, c'était souvent l'immigration qu'on a d'ailleurs surtout analysé. Et c'est de là dont vient aussi une certaine forme de sociologie américaine, dans l'école de Chicago, etc., qui a d'abord analysé en fait les questions, en sociologie raciale, à partir à partir des migrations, en fait. En quoi est-ce que, notamment, le rapport entre migration et cohésion sociale. Donc, pendant aussi en France, ça peut paraître paradoxal, mais il y a quand même une partie, disons, de la sociologie de l'immigration qui parfois, bien sûr, à cette idée-là d'une approche par la race, et qui préfère employer souvent d'ailleurs le terme d'ethnie, les relations ethniques entre groupes ethniques par exemple, ou alors on dira juste discrimination ethno-raciale, mais pour ne retenir que la catégorie d'ethnie, mais pas celle de raciale, parce qu'avec cette idée-là, toujours de la crainte d'utiliser
emploie le terme race, finalement, ce qui est un usage pour des racistes du terme de race. Après, voilà, Véronique Ruder, elle a quand même aussi, elle contribué quand même à comprendre aussi les dynamiques, le racisme qu'il y a justement dans les politiques migratoires. Donc, il y a quand même des espaces comme ça et il y a quand même aussi, je pense, une forme de transmission et de filiation. On peut trouver une généalogie française, en fait, de critique du racisme. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Si, si. Il y a bien sûr voilà, Colette Guillaumin, quand même, qui est c'est-à-dire une des pionnières aussi en France sur sa sociologie, oui, si on peut dire, une théorie politique, on va dire, voilà, du racisme, qui est donc, voilà, dans les années 70. Donc il y a quand même et puis voilà, encore une fois, je ne sais de dire à chaque fois qu'on dit qu'il y a importation des concepts et de la théorie critique de la race, mais enfin, Fanon et voilà, mais pas que, il y a Sébert, voilà. Donc du coup, et puis il y a des mouvements politiques en France antiracistes qui ont une histoire, y compris du point de vue de l'histoire des migrations, le travail de la villageage, etc. Donc voilà, donc il y a bien une histoire, c'est juste pour dire que en fait, il y a bien une histoire française aussi, j'allais dire, critique, enfin, aussi bien du point de vue épistémologique que critique de la race, qu'au du point de vue des mobilisations politiques. Donc l'idée, c'était justement comment montrer que finalement la conceptualité même des théories critiques de la race, elle ne nous est pas tant étrangère que ça. Ne serait-ce que nous avons une histoire très spécifique par rapport coloniale. Nous avons une histoire liée également à l'esclavage, et en plus, si on compare même les empires coloniaux, la France était un puissant empire colonial et esclavagiste, et il y a eu de fait des formes il y a eu des mobilisations, des résistances, etc. Donc comment est-ce qu'on reprend toute cette histoire aussi, des résistances contre l'esclavage, des résistances anticoloniales, et pour montrer que le mouvement décolonial aujourd'hui s'inscrit dans cette histoire, dans ce prolongement. Merci beaucoup. Encore une fois, je pose une dernière question avant de laisser la parole à Isée, parce que vous travaillez beaucoup sur les articulations entre race et genre, sans oublier la classe. J'évoquais tout à l'heure votre conférence pour un féminisme décolonial matérialiste que je vous invite à regarder, qui est disponible en ligne, que vous avez donné en 2018. Et je me demandais dans quelle mesure, pour vous, le féminisme, en particulier décolonial en France, peut favoriser l'émergence de champs de recherche qui mobilisent au moins en partie la critical race theory. Oui, bien sûr. Le féminisme décolonial, l'idée principale, c'est de s'interroger sur le sujet femme, en fait. C'est-à-dire sur qu'est-ce que c'est qu'une femme et comment ça essaie aussi, encore une fois, comment cette catégorie-là a été construite aussi historiquement. Il ne s'agit pas non plus de pousser à un constructivisme, vous voyez, sans limite, etc., mais quand même effectivement, ce que c'est à propos de cette inquiétude-là, c'est-à-dire que il y a des groupes entiers, des populations entières de femmes nées femmes, par la naissance en tout cas, qui n'ont pas été considérées comme des femmes, qui ont été déchues de cette prétention à la féminité, etc. Donc il y a aussi cette manière-là dont on a produit certaines catégories, la bicatégorisation femmes-hommes par exemple, elle a pu regrouper des populations entières. Donc vous aviez des hommes qui étaient féminités, etc., des femmes, et notamment, c'est assez intéressant quand on voit du point de vue de l'Afrique, le rapport à l'Afrique. L'Afrique a beaucoup été un contrepoint dans la production normative de ce que c'est qu'une femme, un sujet, femme, etc., qui peut avoir accès par exemple, à une forme de maternité protégée, etc. Donc, ou pas, ou à l'inverse, voilà, dont le corps est encore plus surexploitable ou non. Donc ça, c'est l'objet d'un féminisme décolonial, c'est de comprendre, alors, la densité historique, on va dire, du racisme qu'il peut y avoir
certaines formes dans des politiques qui visent les femmes qui concernent directement les femmes. Et voilà, comment est-ce que certaines femmes sont danger, je pense aux femmes migrantes qui sont déchues même de la catégorie de femmes, en tout cas au sens où on entendrait comme une forme de protection juridique spéciale. Enfin voilà, je pense aux damnés de la mer, par exemple, de Camille Schmoll, qui montre ça très bien. Voilà, donc il y a là... Donc voilà, donc le féminisme décolonial, c'est ça, c'est un féminisme qui, encore une fois, cherche à comprendre les recompositions, les mutations de la race qui prennent appui vraiment sur cette production du sujet femme. C'est vraiment cette idée-là. Donc ça peut englober encore une fois les questions évidemment économiques, de classe, ça englobe les questions de sexualité, les questions aussi de représentation, les questions disons simplement culturelles mais qui ne sont pas simplement culturelles, de représentation des femmes, etc. Donc voilà, l'idée en tout cas d'un féminisme décolonial qui soit matérialiste, c'est qu'on prend en compte l'idée que véritablement femme aussi, tout comme la race, et c'est un rapport social et qui est complètement traversé par la race. Mais voilà, c'est ce que je faisais à propos de cette idée-là, il y a des divisions raciales au sein même du travail, par exemple, dit reproductif, au niveau des représentations aussi de la bonne féminité, de la féminité. Merci. Avant d'ouvrir les questions à la salle, Lisette avait aussi quelques questions. Oui, merci beaucoup. Oui, justement, donc on parlait du féminisme décolonial, et moi j'avais quelques questions un peu plus spécifiques sur, on va dire, les articulations entre décolonial et colonial et la théorie critique de la race, et notamment sur l'avant-propos. Donc, à la lecture de l'avant-propos, j'ai eu l'impression que l'idée c'était de mettre en avant que la race s'est construite dans des contextes différents en Europe et aux États-Unis, dans un contexte notamment colonial pour l'Europe, mais aussi esclavagiste, et un contexte esclavagiste, ségrégationniste pour les États-Unis, même si le fait que ce sont des contextes différents, ça n'empêche pas la commensurabilité justement de la théorie critique de la race. Mais on sait aussi que les États-Unis sont un produit colonial et que la race s'est construite aux États-Unis pas uniquement par rapport aux populations noires, mais aussi par exemple aux populations indigènes américaines. Et donc en fait, j'avais deux questions. La première question, c'est est-ce que la théorie critique de la race intègre la diversité des processus de racisation au-delà des populations noires dans son analyse et dans sa conception du droit? Et aussi, est-ce que si elle parle de la manière dont le droit reproduit le pouvoir racial, est-ce qu'elle pense la manière dont le droit peut reproduire un certain pouvoir colonial, justement? Alors, c'est vrai qu'il y avait... Alors, dans l'historiographie, il y a des controverses, en fait. Aussi pour savoir si... Est-ce que, par exemple, l'esclavage, c'est un processus... Est-ce que l'esclavage, c'est un processus colonial, par exemple? Et donc, ça remettrait la division qu'on a fait entre colonial et puis esclavagiste comme étant... enfin, voilà, qui ne serait pas forcément pertinente dans ce cadre-là. En fait, c'est plutôt ce qu'on a... en faisant cette distinction-là, c'était plutôt, encore une fois, au niveau géographique, et puis, enfin, notamment... Ce à quoi on pensait là-dessus, c'est que la manière dont la question, alors notamment la question raciale, on va dire, et encore plus spécifiquement la question noire, c'est-à-dire africaine-américaine, donc vient d'une histoire à la fois bien sûr diasporique, c'est des déportations forcées, des migrations forcées,
mais qui a contribué à ce processus-là, à la colonisation, vous voyez, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, évidemment. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Mais ce qu'on voulait dire surtout, c'était qu'il y avait une coprésence sur le territoire, sur un seul territoire en réalité, de justement du travail forcé, de l'esclavage, si bien qu'il y avait un entremêlement, je vais dire, des espaces, une imbrication des espaces. Et dans le cas français, dans le cas aussi de l'Empire britannique, les espaces ne sont pas aussi imbriqués. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs le développement et un rapport à la conscience de la race, on va dire, complètement différent. Parce que si justement, souvent on pense que la question du racisme est plutôt, enfin, du racisme et même du racisme dans sa violence la plus extrême, c'est plutôt aux États-Unis. Je pense aussi que ça a à voir avec cette géographie dispersée de l'empire colonial français, puisque l'esclavage était dit être pratiqué justement dans les colonies, dans les territoires outre-mer. Donc c'est cette distinction-là en fait qui nous a semblé quand même opératoire sur le rapport ordinaire à la race. Donc, même si, encore une fois, je pense qu'il y a les ports, par exemple, dans certaines pays, etc., vous avez des économies quand même portuaires dans la France hexagonale, justement, qui a complètement contribué à cette production économique de la race. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'était que cette distinction-là entre colonisation et esclavage, elle n'est pas aussi claire que ça d'un point de vue historique. C'est pas qu'il y a une séquence d'abord colonisation et puis ensuite esclavage, etc. Mais il y a pu y avoir des entremêlements entre les deux. C'est simplement du point de vue de la dispersion en fait géographique des territoires que cela a pu avoir un impact sur le rapport à la conscience ou pas à la race. Alors, ensuite, de savoir si la race, justement, il n'y aurait pas un tropisme finalement dans la critical race theory qui serait davantage pour la question noire, en fait, qui réduirait la question raciale à la question noire. Alors, au départ, effectivement, il y a une surdétermination, mais vraiment une surdétermination de la question africaine-américaine, donc de la question noire, dans la critical race theory au début. Mais quand même, très vite, il y a l'apport de la compréhension, par exemple, de la place, notamment de la migration asiatique aux États-Unis. Donc, vous avez par exemple Marie Matsuda qui a écrit sur les nippons japonais et sur justement ce rapport très, très spécifique ce rapport à la société, à la nation globale, on va dire, aux États-Unis. Et ensuite, sur les questions, et puis parce que sur la question américaine, il y a Delgado, etc., donc il y a quand même pas mal au fur et à mesure, en fait, dans la deuxième partie, on va dire, du critical race theory, il y a quand même une ouverture. La race n'est pas, et c'est fondamental, ce n'est pas simplement la question noire. Ça, ensuite, la racialisation, ne porte pas uniquement, et ça c'est important, en fait, l'idée que la race, vous savez, ne traite pas le racisme. Et donc il faut prendre en compte la multiplicité des formes de racisme et voir quel type, justement, comment opère ce racisme, cette racialisation. Et c'est pas nécessairement, donc, comme je disais, sur des marqueurs corporels, évidents, etc. La race, en fait, il y a des marqueurs corporels, comme très bien aussi l'être Guillaumin, mais c'est également la constitution de cultures entières, par exemple.
comme étant différentes, exogènes, et donc comme étant soit inférieures, soit au contraire, voilà, que la culture va servir, en fait, la grandeur d'une culture sera valorisée contre les populations qui seraient censées incarner cette culture, donc ce qu'on connaît par l'orientalisme par exemple. Donc voilà, donc il y a quand même cette idée-là que la race ne se réduit pas au phénotype, qu'il y a des marqueurs, ça c'est important, il y a des marqueurs de, effectivement, corporels, etc. Mais ce n'est pas le phénotype, ce n'est pas la couleur de peau, c'est fondamental. Ce n'est pas l'origine, on a cessé de dire, en fait, ce n'est pas pris individuellement pour cela. C'est qu'il y a une détermination, il peut y avoir une détermination de la couleur de peau, de l'origine, de la confession, voilà, mais cela, ça ne peut pas être pris ça uniquement de manière discrète et individuelle. Donc oui, ce serait une erreur, j'allais dire, que de penser que simplement c'est la question. Et est-ce que la théorie critique de la race a aussi pensé une forme de pouvoir colonial? Ou c'était pas ou peut-être pas au début, mais ensuite, est-ce que c'est venu après? Oui, alors si, complètement, puisque alors ça va avec en fait, l'un des grands théoriciens, c'est la critical race theory, qui est Derrick Bell, lui qui était lié, vraiment qui vient de ce mouvement du Black Power, avait quand même cette idée-là qu'il faut justement décoloniser notre vision du monde, notre corps, les rapports sociaux. Et donc, du coup, il avait une approche précisément en termes de colonisation, ce que je disais tout à l'heure, de colonisation, une très bonne colonisation intérieure. Donc, ça veut dire que dans la racialisation, il y a à la fois cette idée, comme je vous disais, de colonisation des territoires, et donc, par exemple, effectivement, un complet effacement extermination, on peut le dire comme ça, du génocide des premiers habitants, des premiers habitants. Et justement, il y a beaucoup d'analogies aussi qui sont faites sur ce point, voilà, dans Black Power, à partir du Carmichael, etc., comme précisément ce qui va arriver, par exemple, aux Africains américains, aux Noirs, ce serait aux États-Unis, c'est ce qui est arrivé aux premiers habitants des Amériques, à savoir une extinction programmée. Un génocide, un génocide et une disparition. Donc il y a en tout cas, clairement chez plusieurs, c'est pas que Derrick Bell, hein, chez d'autres également, il y a vraiment cette conscience-là on avait cette parole-là qui vient aussi chez la comics, etc., vraiment cette idée-là d'une colonisation intérieure. Et justement, je voulais vous poser aussi une question sur les articulations entre Black Power et plus précisément le mouvement des droits civiques, et plus largement, pardon, le mouvement des droits civiques, et la théorie critique de la race, parce que vous mentionnez ça dans la présentation de l'introduction. Et je voulais savoir donc peut-être un peu plus précisément les aspects spécifiques du Black Power qui avait inspiré la théorie critique de la race, peut-être aussi les points d'achoppement, les débats, les désaccords, et plus largement avec le mouvement des droits civiques, parce que de ce que j'ai compris aussi, il y avait certaines critiques de la théorie critique de la race par rapport à certaines organisations au sein du mouvement des droits civiques, notamment les organisations plus réformistes par opposition au Black Power. Donc voilà, pour savoir quelles étaient un peu les articulations entre le mouvement des droits civiques, plus spécifiquement le Black Power et la théorie critique de la race. Oui, alors il y a vraiment il y a un lien, enfin un rapport entre les deux assez étroit en réalité, puisque le Black Power, le Black Power, c'est juste, c'est une terminologie qui recouvre en fait une diversité de positions sur la réaffirmation et la conscientisation en fait de l'identité noire, mais cette fois-ci vraiment prise au sens
culturelle, sociale du terme, une communauté à la fois d'expérience d'injustice, mais quand même aussi de se réapproprier des formes de se réaffilier, de se réapproprier aussi à des identités qui ont été abîmées, une identification détruite, notamment dans le rapport par exemple à l'Afrique, hein, qui est très puissant. Donc vous avez aussi bien par exemple un mouvement comme le NAACP, donc le fameux mouvement pour l'avancement des personnes de couleur, et qui avait des stratégies à la fois de désobéissance civile, de grève, mais également de litigation, de juridicisation, de porter dans les tribunaux, vous voyez, les questions raciales, c'est même de provoquer la scène judiciaire, en fait, pour faire en sorte qu'elle puisse advenir, qu'il puisse y avoir dans les tribunaux une discussion de l'oppression raciale. Et puis, vous avez bien sûr les mouvements, le mouvement dit non violent, hein, pour la fameuse coordination étudiante dont vous avez partie au départ, Sophie Carmichael, une grande figure quand même, des grandes figures du Black Power, et les Black Panthers par la suite. Vous avez les Black Panthers évidemment, vous avez Nation of Islam avec au départ Malcolm X, et puis ensuite vous savez que ils s'en éloignent. Bon, c'est une variété. Enfin, le Black Power est une variété, en termes organisationnels, qui est assez impressionnant et qui se retrouve pas forcément. Alors, pour dire que la Critical Race Theory, donc c'est plutôt ce mouvement plus général, donc de conscientisation autour de l'oppression, cette idée d'oppression raciale, l'oppression d'un groupe par un autre. C'est vraiment cette idée-là massive qui aborde, et comment est-ce qu'on se réapproprie du coup on se réapproprie le récit en fait de sa présence aux États-Unis comme groupe, et donc on revisite, c'est-à-dire on va se en continuité avec l'histoire notamment de l'histoire de l'esclavage, de la déportation forcée, etc. Il y a encore une fois une variété de prises de position là-dessus. Alors, quelqu'un comme Derrick Bell, c'est l'une des plus grandes figures en fait qui vient du NAACP, donc vraiment de ce mouvement pour l'avancement pour le couleur, qui a fait des centaines en fait de procès pour la déségrégation, pour accompagner la déségrégation des écoles suite à l'arrêt Board, vous savez, le fameux Board of Education. Celui-là, c'est vraiment le procès en 1954. Et puis, en fait, il y a quand même chez Derrick Bell, il y a cette idée qu'on ne peut pas utiliser juste le droit comme ça, sans réfléchir sur ce que le droit fait. Et sans réfléchir sur la place du droit dans la perpétuation des injustices. Et du coup, son article, par exemple, sur son texte sur le principe de la convergence des intérêts est assez pessimiste, a priori, puisque c'est l'idée que, en fait, le progressisme juridique, c'est-à-dire l'acquisition de droits pour les mouvements sociaux, vous voyez, et dans la lutte contre le racisme, ne s'obtiennent finalement que lorsque le groupe dominant, en fait, il y a un intérêt immédiat. Et donc, vous voyez, du coup, il a développé lui mais d'autres, cette ambivalence avec le droit, ce rapport avec le droit, parce que d'un côté, vous l'avez très bien dit à propos notamment des creeds, il y a une critique puissante vraiment du droit et de la perpétuation des inégalités, des formes d'oppression, de mépris aussi, enfin il y a très important, du mépris par le droit. Et d'un autre côté, il y a quand même une affirmation aussi puissante qu'il faut se mobiliser par
par le droit. Et là, c'est la rupture avec d'autres formes de certains mouvements par rupture, mais en tout cas la critique, le détachement, l'éloignement par rapport à certains mouvements du Black Power. Voilà. Encore que dans le Black Power, il y a des réinterprétation, voilà, de l'autodéfense de cet article constitutionnel de l'autodéfense, une réappropriation du droit constitutionnel aussi, d'une certaine façon. Mais en tous les cas, voilà, il y a vraiment cette articulation, discussion autour de la question du droit dans les mouvements sociaux qui est au cœur du Black Power et qui rejaillit clairement dans la Critical Race Theory. Donc, je sais pas, quelqu'un par exemple comme Gary Beller cite directement Saul Carter, oui, avec Charles Hamilton sur la question du racisme institutionnel. Et cette fameuse question du génocide. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse vraiment très éclairante. J'avais aussi une question sur les articulations entre féminisme et particulièrement féminisme noir, féminisme afro-américain et théorie critique de la race, parce qu'on sait que Kimberlé Crenshaw est très très connue pour son concept d'intersectionnalité et plus largement sa théorisation féministe. Et donc je voulais savoir s'il y avait eu une influence de ces mouvements féministes, en particulier afro-américains, sur l'émergence de la théorie critique de la race, parce que dans l'introduction, finalement, ils sont un peu absents de ils semblent être un peu absents de cette généalogie. Donc je me demande, est-ce qu'ils étaient véritablement absents au début? Est-ce qu'ils ont eu une influence par la suite? Et s'ils ont une influence par la suite, comment la question du genre a été imbriquée par la suite aux analyses sur le pouvoir racial que propose la théorie critique de la race? Alors effectivement, ils n'apparaissent pas directement, mais en revanche, il faut voir que en fait, les deux articles pionniers un peu de Kimberlé Crenshaw sur la question du droit et du féminisme noir, c'est en 89 et 91. Donc, Mapping the Margin et Demarginalizing l'Institution. Voilà, le reste. Donc, il y a vraiment quand même, dans les deux textes, à chaque fois, il y a la question donc, contemporaine de pourquoi est-ce qu'il faut prendre en charge l'intersectionnalité des oppressions. Et, toujours important, c'est très long, vous savez, les textes juridiques, en fait, c'est comme c'est assez intéressant parce que dans la méthode même de la Critical Theory, c'est à la fois donc, des textes très juridiques et en même temps, après, vous avez toute une réhistoricisation et elle montre comment, en fait, ça vient du mouvement du féminisme noir. Elle s'y rattache clairement. Et c'est vrai que c'est souvent cette deuxième partie, par exemple, qui n'a pas été traduite en français. C'est lié de quand même de couper par rapport c'est une question de réception, en fait. La traduction et une réception aussi du texte original. Donc c'est pour ça que je coupe les dés, mais je crois qu'il va être traduit pour le deuxième texte, qui aurait été le premier qu'elle avait écrit, et qui porte, qui n'est pas Mapping the Margin, mais Demarginalizing, et qui vraiment rappelle cette histoire, en fait, ce rattachement à la tradition des mouvements féministes noirs. Donc, le mouvement contre le lynchage, par exemple, au début du XXe siècle, contre le viol, notamment des femmes noires qui n'étaient pas pénalisées, etc. Enfin, donc, toute la reconnaissance de ce qui était aussi considéré juridiquement comme un viol. Donc, explicitement, il y a cette reprise, en fait, cette reprise, cet héritage. Du point de vue, à la fois, donc, comment est-ce que aussi cette forme de mobilisation-là, c'était des mouvements pour la justice et qui revendiquaient, en fait, des droits en tant que tels. Merci beaucoup. Je vais laisser Margot reprendre la main pour les questions dans la salle. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Michel. Peut-être que les personnes qui voudront poser des questions se mettent devant la caméra pour que Ouria puisse vous voir. Moi j'ai des questions, mais s'il y en a d'autres, je peux passer après, il n'y a pas de problème. Bon, ben, je vais commencer.
Bonjour Ouria. Enfin, rebonjour Ouria. Moi, je suis tout à fait comme vous. Dans mes travaux, j'utilise le mot race sans guillemets, ou alors je l'utilise pas. Des fois, je mets une note de bas de page pour dire simplement race, expression de rapports sociaux racialisés, point final. Mais surtout, ce qui m'a étonné, et en France en particulier, c'est que donc on refuse le concept de race parce que la race biologique n'existe pas, etc., etc. Ce qui peut se comprendre historiquement, hein, bien sûr. Mais exactement pour les mêmes raisons, on devrait refuser, et on ne le fait pas, et c'est ça qui est important, le concept de nation. La nation est quelque chose de tout un construit social parfaitement imaginaire. En France, il y a 70 millions de personnes qui se disent françaises parce qu'elles croient qu'elles sont françaises. C'est une construction sociale, et pourtant, la nation ne pose aucun problème d'un point de vue conceptuel. Bon, j'ai été quand même étonné quand j'ai lu l'introduction du bouquin, parce que au même moment qu'il se passait ça, donc de la discipline du droit, on avait quand même sociologie critique, urbanisme critique, il y avait les départements d'air culturel. Enfin, on a l'impression que cette théorie critique de la race n'est née que dans le droit. Alors est-ce un tropisme, un tropisme dans l'ouvrage, parce que votre co-éditeur est un juriste, ou est-ce que vraiment ça s'est passé que dans le droit, même si ensuite, comme vous l'avez dit d'ailleurs, en répondant à une question de Dizé, je crois, ça s'est élargi à d'autres disciplines. Voilà, on a l'impression que ça n'est né que dans le droit, ce qui m'étonne vraiment. Une autre question, en fait j'en ai trois des questions. Hein. Une autre question, c'est que vous avez employé à plusieurs reprises le terme colonialisme interne. Non, colonialisme intérieur. Colonisation intérieure, pardon. Est-ce que c'est la même chose ou pas que le concept de colonialisme interne qu'on a beaucoup utilisé en Amérique du Sud, à commencer par le Mexique, et que moi personnellement j'ai toujours trouvé extrêmement eurocentrique, au moins pour l'Amérique du Sud, parce que pour un indigène, et j'emploie indigène parce qu'en Amérique du Sud les Amérindiens se disent eux-mêmes indigènes, que le colonisateur vienne de Belém et s'enfonce dans l'Amazonie, ou qu'il ait traversé la mer sur une caravelle pour venir conquérir des territoires, pour le coloniser, c'est du colonialisme tout court. C'est pas parce que la conception de colonialisme interne, d'une certaine manière, dédouane la puissance, parce que ça se passe dans des frontières internationalement reconnues. Mais internationalement reconnues par qui? Pas par les peuples indigènes qu'on a mis dans ces frontières-là. Donc voilà. Et ma dernière question, on n'en a pas parlé du tout là pour l'instant, tout à fait à la fin du livre, il y a deux textes, une introduction contextuelle et un texte, sur le post-racialisme. Alors j'ai quand même été très étonné. Bien sûr, l'élection de Barack Obama a été symboliquement extrêmement importante. Et vous remarquez avec humour que ça a été de manière surprenante très bien accepté en Europe, dans des pays dans lesquels en principe la race n'existe pas, n'est-ce pas? Mais en revanche, ce qui m'a étonné, c'est que certains auteurs, et l'autrice qui est publiée par vous, aient cru que ça suffisait qu'Obama soit élu pour qu'on arrive dans une phase de post-racialiste. Ou alors j'ai pas compris. Mais ça me semblait, dans l'introduction, votre Michel dit, je crois que bien sûr, ensuite ils sont revenus avec Black Lives Matter, enfin on a bien vu que tout n'était pas réglé, mais que ça suffit pour... parce que, certes, la candidature d'Obama, et il l'a dit lui-même, si mes souvenirs sont bons, Barack Obama, il ne s'est pas du tout présenté comme un candidat noir. D'accord. Il n'empêche qu'il était noir. Bon. Est-ce qu'il y a eu tellement d'enthousiasme qu'on a cru qu'on avait changé de période, ce qui était quand même un petit peu naïf, parce que le racisme il est structurel, il est profondément enraciné dans la société. Voilà. Peut-être qu'on prend plus de questions à la fois, je ne sais pas. Bah, si tu en as fait trois, c'est déjà pas mal. Alors, la première, c'est sur... la question de la nation. Là, moi, je trouve ça assez intéressant parce que la nation, justement, c'est une construction, l'État-nation étatique, et qui, précisément, porte un imaginaire qui est censé être un imaginaire universel, mais qui ne cesse justement de tenter de se renaturaliser. C'est vraiment cette idée-là, toujours, d'essayer de trouver un ancrage naturel, ou alors tellement
dans une histoire tellement immémorielle finalement qu'elle en devient naturelle pour ainsi faire l'objet de politique commune. Et la nation est un fétiche, on va dire, qui peut apparaître comme rassembleur par l'État, justement, pour l'État. Là où la race, elle doit être un opérateur de division. Je parle juste simplement dans l'imaginaire, uniquement dans l'imaginaire. Ce qui fait qu'on peut complètement donner célébrer comme ça la nation, alors que la race, après la Seconde Guerre mondiale notamment, c'est tout simplement plus possible d'utiliser une telle catégorie. Donc, finalement, il n'y a pas cette critique de racialisation, enfin, la critique raciale de la nation aussi devrait être d'une certaine façon opérée. Alors après, pour tout ce qui, pour ce que, alors je trouve justement les débats sur la colonisation intérieure, parce que effectivement, je pense que vous avez raison en fait sur cette idée-là qu'il faut qu'il y ait d'abord la construction justement d'un état de frontières, en fait, délimité par des frontières, pour que à l'intérieur le rapport justement entre les populations et les rapports de pouvoir soit dessiné comme des rapports entre cultures différentes, nations différentes, sous-États, etc. Donc, c'est forcément une division au sein d'un espace déjà frontiérisé, en fait, déjà délimité par des frontières. D'où, par exemple, voilà ce que disait Gramsci à propos de la question méridionale, en fait, sinon, en fait, il y a clairement une racialisation par exemple, du Sud au sein de la construction de l'État italien, et en plus avec un jeune État italien. Donc simplement, la raison pour laquelle je le reprends, parce que c'est ce qui a vraiment été employé, pour le coup, par les mouvements, en fait, notamment certains mouvements africains-américains, qui vraiment qui ont repris ce schème-là, en fait, de la colonisation intérieure. Parce que, précisément, je pense que c'est à voir avec ce qu'on avait dit précédemment, autour de cette espèce de huis clos territorial entre l'État pour les États-Unis, certes construit historiquement, mais de fait qui a été des effets, en fait, dans le long terme. Donc on a vraiment pour les textes, les paroles de Sophie Michael, vraiment cette idée-là de colonial, c'est une colonisation intérieure. Et je pense qu'elle sert aussi parce que elle n'est pas que géographique, mais elle est aussi intérieure au sens de finalement cette idée-là de l'acculturation aussi, plus que l'acculturation, de la déculturation forcée, d'une certaine manière, de faire oublier des racines ou alors des histoires qui seraient exogènes par rapport au groupe dominant de la nation états-unienne. Excusez-moi, je comprends. Merci beaucoup. Je comprends mieux la différence. En fait, moi, je pensais surtout dans le cas du Brésil que je connais, et c'est vrai que là, dans le cas du Brésil, il s'agit vraiment de conquêtes territoriales qui ont lieu à l'intérieur des frontières, mais c'est des conquêtes territoriales. Et même encore jusqu'à nos jours, en ce moment, on parle des incendies dans l'Amazonie. Mais c'est quoi les incendies de l'Amazonie? C'est la continuation de la conquête coloniale de ce territoire. C'est rien d'autre que ça. Voilà. Excusez-moi. Oui, et complètement. Et un mode d'appropriation de la terre qui vient aussi, cette idée-là qu'il y a des terres vierges, des terres mais des terres zéro, enfin vraiment, le terra nullius, il y a tout quand même, il y a une épistémologie de la conquête, qui est une épistémologie comme a très bien montré le philosophe colombien Santiago Castro Gómez, mais c'est l'épistémologie du point zéro. C'est vraiment cette idée-là.
là où on se situe, on ne serait pas ancré par rapport à une terre, et en revanche, vous voyez, il y a une reterritorialisation très puissante dans les pratiques de conquête. Et puis, la troisième question, alors c'était sur le poste... Non, alors en fait, cette solution, elle est critique du post-racialisme. Oui, bien sûr. Mais, oui, elle est critique, mais c'est intéressant parce que moi, ce que je trouve même du point de vue affectif, en fait, ce que ça suppose, cette idée de l'après de la race, la postérité de la race, c'est aussi une précipitation d'oublier, en fait, à oublier toute la violence raciale, et qui en fait simplement, c'est juste un opérateur, c'est aussi simplement sémantique, des signes politiques en réalité, et dans la réalité effectivement, c'est dans une idéologie aussi, le post-racialisme, une idéologie de ne plus prendre en compte justement, de ne plus prendre en compte les questions raciales et les violences raciales, les inégalités raciales, les discriminations raciales, etc. Donc, dire que nous sommes une société post-raciale, je pense que nous ne serions plus du point de vue simplement du droit, vous voyez, dans des États autoproclamés racistes, ségrégationnistes, esclavagistes, etc. C'est aussi une manière de se dédouaner de cette tâche qui consiste à lutter contre le racisme. Puis c'est une manière de créer de l'adhésion, encore une fois, à la nation et de l'obéissance, de l'ordre public. C'est vraiment de l'obéissance au racisme en réalité. Du consentement, ouais. Et Lara aussi. Ce qui avait donné, c'est Lara. Donc il est doctorant d'abord. Merci. Merci beaucoup pour vos expositions. Ok. Ah oui, elle est là. Bon, mais merci aussi Isée et aussi Margot pour cette intervention, pour cette lecture. Et en fait, je suis doctorante au LAM et je travaille sur une thèse sur l'égalité raciale et sécurité publique au Brésil. C'est les deux, si on peut dire que les deux phrases, elles peuvent rentrer dans cette idée égalité raciale entre les blancs et noirs et sécurité publique. Donc, je travaille sur ça. Et j'aimerais bien vous demander, en fait, vous poser une question par rapport à la théorie critique de la race et sur le rôle qui les États ils ont par rapport à la diminution de la discrimination, par exemple. Donc, parce que on ne peut pas nier que les effets marquants de la discrimination, ils génèrent des problèmes dans la société. Et en sciences politiques, parce que ma thèse est en sciences politiques, donc quand on voit la construction des politiques publiques pour résoudre des problèmes, il faut qu'il y en ait un problème évident dans la société pour qu'on puisse créer une loi ou pour qu'on puisse résoudre une situation. Donc ici, si les effets marquants de la discrimination ils ne sont pas évoqués, si le gouvernement, les gens qui font la loi, en soi, si on ne connaît pas le problème, c'est si l'université il ne reconnaît pas, si on continue avec ces discours universalistes abstraits, si on continue avec ces discours, on risque de ne pas évoquer des problèmes pour générer la solution de ces problèmes. Donc j'aimerais bien vous demander que vous nous parliez un petit peu sur la théorie critique de la race et le rôle de l'État dans le sujet. Ruth, quand vous parlez d'État, vous parlez des États au sein du Brésil ou des États-Unis ou de l'État fédéral? Oui, non, mais je parle du rôle de l'État fédéral, par exemple, dans la génération des politiques publiques. C'est ça. Merci beaucoup. Alors ça, c'est la question des politiques publiques, elle est importante, moi je pense, un peu la comprendre en fait du point de vue de la race, qui essaie justement de voir mais comment est-ce qu'on peut justement intégrer cette outil critique de la race, dès lors que précisément la race ce n'est plus nécessairement quelque chose qui se réduit à une intentionnalité raciste, à un motif explicite par exemple de discrimination, etc. Donc dans un État, c'est pour une fois supposément post-racial. Comment est-ce qu'on fait pour justement
critiquer le racisme de certaines mesures, de certaines politiques publiques, si du coup on a, je sais pas, des textes, une déclaration d'intention, sauf exception, ça peut toujours arriver évidemment, le racisme notoire, ça peut toujours arriver avec des consignes claires, d'exclure tout un groupe, etc. Alors la proposition justement, c'est que dans la théorie, c'est de prendre en compte, c'est une approche un peu conséquentialiste, on va dire, c'est-à-dire la conséquence sur les groupes. Et si justement sur les groupes sociaux, et si vous voulez, si majoritairement, disons, il y a une détérioration de l'accès aux ressources et aux biens sociaux pour un groupe déterminé en raison d'une politique, alors c'est que cette politique et que ce groupe-là est par ailleurs, que ces groupes-là sont par ailleurs souvent au croisement de plusieurs autres formes de relégation ou alors discrimination, alors on peut qualifier justement cette politique de raciale. Donc c'est plutôt de voir qui est affecté, qui est affecté par telle ou telle politique publique. Donc la méthode, notamment que je mets en avant, c'est qu'il faut toujours se demander comment on en est arrivé là. C'est-à-dire comment on en est arrivé, parce que par exemple, tel ou tel groupe social ne puisse pas, par exemple, avoir le même accès à la santé, où il y a un taux de mortalité, par exemple, plus grand pour les cancers du sein chez les familles, chez les femmes, par exemple, chez les femmes noires, alors pour le cas des États-Unis, comment c'est possible? Et c'est pas une question biologique, naturelle, pas qu'elles ont un corps qui est spécifiquement fait pour être plus morbide. Donc il y a des politiques létales. Il y a une létalité en fait qui ne dit pas son nom et qui en réalité concerne et affecte directement un groupe, en l'occurrence par exemple les femmes noires pour la morbidité du cancer. Donc c'est de penser, donc il faut penser pour les politiques publiques, ça suppose une autre méthodologie, une autre manière de procéder et qui part donc directement de quels sont les problèmes de tel ou tel groupe social et qui regroupent souvent des communautés, c'est-à-dire des communautés qui historiquement qui ont été historiquement désavantagées. Donc plutôt que de partir encore une fois cette idée-là de l'épistémologie du point zéro, une position universelle abstraite, un peu de voie de l'ignorance où on cacherait et on effacerait absolument toutes les positions, les statuts sociaux dans la société, c'est à l'inverse en fait de reprendre les points de l'ontologie sociale et politique publique, de partir directement des processus historiques pour lesquels les populations sont désavantagées. Donc l'État, j'allais dire, a le monopole en fait le monopole à la fois de la violence soi-disant légitime, mais aussi de la violence pas simplement des forces coercitives à partir de la police et de l'armée, mais aussi a le monopole en fait de la violence épistémique, d'une certaine manière. C'est-à-dire d'effacer en fait les autres récits, les autres formes de mobilisation, de définition de ce que c'est que la justice sociale, notamment, c'est pas la justice sociale sans justice raciale, et c'est là tout qu'est-ce que c'est que la justice raciale, ça va être la justice environnementale, la justice des droits culturels, tout cela entremêlé en fait, et ça ne peut pas être défini de manière non plus abstraite. Donc voilà, il y a des rôles peut-être en tant que en sciences sociales, c'est aussi de produire des savoirs qui soient critiques de ce monopole en fait de la violence dans tous les sens du terme en fait, à la fois épistémique et puis de la violence encore une fois au sens cette fois-ci de la coercition exercée directement sur les corps et voire de punir. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, tu peux dire. Oui, elle dit merci.
Et Lara, tu voulais prendre la parole? Je voulais juste dire, j'ai juste une dernière chose, mais il y a une philosophe, moi je trouve vraiment intéressant sur cette question-là du rapport à la sécurité publique, d'un point de vue aussi des questions raciales au Brésil, qui est Denis Ferreira da Silva, voilà, que j'aime beaucoup, pour donner du point de vue de la discipline, j'avais dit philosophe aussi, et qui pose cette question-là, mais du point de vue donc, de la philosophie, qui dit comment est-ce qu'on produit des non-corps, nobodies, nobodies. Et pardon, et Lara. Et Lara? Non. On avait dit la priorité aux gens dans la salle, donc c'est ma faute. Et puis la priorité aux doctorants surtout, donc s'il y a d'autres doctorants, j'ai juste une question très ouverte. J'ai beaucoup, j'adore, je suis dans Carmichael en ce moment à plein, notamment à partir de ces archives de Conakry. Donc c'était pour rebondir là-dessus. Est-ce que quand vous avez constitué le corpus des textes que vous vouliez traduire, est-ce qu'il y a des figures qui sont revenues en Afrique avec cette idéologie du retour, et comment l'Afrique est... Parce que là, l'Afrique n'existe pas trop. Alors on a parlé de Carmichael, mais il a passé la moitié de sa vie en Afrique. Moi j'essaye de réafricaniser cette figure, mais au-delà de lui, est-ce que ça c'est apparu dans notre travail, les liens avec l'Afrique, juste pour faire le lien avec notre laboratoire, mais aussi peut-être plus profondément, commencer à être pensé de la race, c'est un peu penser sans l'Afrique aussi. Première question, est-ce que il y a des noms qui vous seraient apparus dans un dialogue avec l'Afrique, avec des gens comme Carmichael qui ont fait retour, ou carrément avec des penseurs africains qui ont pensé depuis l'Afrique? Et ensuite, est-ce que et comment la critical race theory, donc vous l'avez pensé en lien entre le contexte américain, états-unien et le contexte français, j'entends, et c'est pas super, et c'est pas du tout une critique, mais est-ce que vous savez comment c'est reçu dans les universités africaines? Est-ce qu'il y a un dialogue qui s'entame? Parce que j'ai l'impression qu'en travaillant sur ces années 70, c'était un peu un moment magique d'hyper-circulation des élites et de dialogue vraiment transatlantique, très, très beau. Et que bon, ça fait un peu, je sais que ça retombe un peu. Ou alors on n'interroge pas les bonnes personnes, je sais pas. Mais voilà, comment est-ce que vous savez si c'est une bonne chose? Ah oui, alors il y a effectivement, il y a une... comme on a voulu aussi montrer que la question raciale, ce n'était pas dans la construction du mouvement uniquement la question noire, il n'y a plus autant justement le rapport à l'Afrique. Mais du point de vue de l'histoire, quand même, c'est du point de vue de la déportation forcée, mais aussi il y a quand même une ambivalence, ce que veut dire Race aussi, critical race theory, qui parfois est à la fois simplement la communauté d'injustice, en fait, par rapport à un groupe dominant qui s'autoconstitue comme blanc, comme donc indifférent à la couleur de peau, etc. Mais aussi, il y a une valorisation quand même. Il y a une valorisation, il y a quand même quand on lit, je ne sais pas si c'est alcoolisme, tout ça, il y a des valorisations, un petit peu chez Cheryl Harris, de ce rapport à des cultures africaines diasporiques. Vous voyez, donc il y a cet aspect-là. Après, il y a, je pense, des positionnements aussi, quand même, du point de vue du Black Power, sur le retour à l'Afrique, quand même. Retourner, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi retourner pour les gens nés aux États-Unis? C'est tout le rapport, ça, la LACP, peut-être ça même du point si vous travaillez sur ces questions-là, mais une figure comme Dubois, par exemple. Boyce, il retourne, il a été très critique de Marcus Garvey, du nationalisme noir, etc., de ce retour en Afrique, ça a été le bateau des collectes qui étaient faites pour faire le chemin inverse, un chemin de libération, pour finalement se dire à la continue, préfère retourner vivre en Afrique. Non, il part justement pour Dubois, il repart en Afrique justement. C'est là, alors qu'il a été critique du nationalisme noir, de Marcus Garvey, de l'évasion, ce phénomène de l'évasion.
Et puis, alors ensuite, aujourd'hui, sur cette réception de la critical race theory, et notamment en France, intéressant parce que Lionel Zeffounou, par exemple, et vraiment qui travaille beaucoup ce courant-là, notamment en droit, c'est bien qu'il ne cesse de dire, de rappeler au contraire qu'il faut mettre l'accent sur le rapport à l'Afrique. Et que si on prend au pied de la lettre en fait la critical race theory, c'est aussi un rapport de décolonisation, comme je disais, et de décolonisation des savoirs. Et donc dans ce rapport aussi, il faut remettre aussi la production des savoirs états-uniens dans le cadre du marché global des connaissances, et qui ont tendance en fait aussi à lier l'apport, la manière dont l'assujettissement des savoirs qui viennent de l'Afrique, l'Afrique continentale cette fois-ci, et pas uniquement diasporique, et même dans l'Afrique, dans les Afriques diasporiques, de ne pas nous-mêmes, dit-il, faire ce qu'un certain rapport colonial aussi a produit, à savoir de faire jouer, par exemple, la théorie critique américaine, alors en l'occurrence noire africaine américaine, contre les théorisations africaines francophones. Vous voyez, cette idée-là, il y a aussi des rapports... C'est qui ce chercheur? C'est Lionel Zeffounou. Il est à Paris 10. Ouais. Il est vraiment très, très, très chouette. Il vient d'écrire un hommage au philosophe Paulin Mutonji. Et donc voilà, et puis il est très actif au sein de Codestria. Il est basé ici en France, hein, à Nanterre, au Crédit. Ça, c'est très beau. Hein. Merci pour l'invitation de cette personne. Je pense que nous, on boit du Tillet quand on réfléchit beaucoup aux questions de justice épicémique dans notre laboratoire, au sein même de nos pratiques. Et donc, on n'est que d'accord avec vous. Mais... Okay. Et après, je pensais même à autre chose, mais c'est la question du retour qu'on a été thématisée, même par Sally Hartman. En fait, il y a une traduction qui a été faite par Maboula Soumaoro. En anglais, c'est Losing Mother, mais en français, c'est à perte de mère, je crois, et qui est sur ce retour africain. Elle thématise ce retour, enfin, elle va une approche aussi critique de cette idée même du retour à un foyer, ou d'échapper au contraire d'une évasion par rapport à... Est-ce que vraiment on échappe au rapport de pouvoir, première chose, et deuxièmement, quel type en fait, il n'y a pas d'homogénéité non plus de l'africanité. Il y a des questions sociales, de classe. Quand vous avez les Américains qui reviennent vivre en Afrique, voilà, il y a des questions aussi de classe très puissante. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle ? C'est une question factuelle, compliquée, mais factuelle. Oui, pardon. J'avais juste mon secrétaire interdit. Bonjour. Je suis Chloé Buer, je suis chercheuse au LAM. Merci beaucoup. C'est vraiment super intéressant de lire. Enfin, j'ai lu un petit peu, mais surtout de vous entendre. Et moi, ma question, c'était par rapport au... Parce que, bon, on a commencé à parler un petit peu, au bout de ces 2 heures, de la réception dans la recherche, on va dire, dans les autres sciences et ce dialogue droit, sciences sociales, etc. Mais moi, je me demandais aussi dans les enseignements, puisque vous êtes maître de conférence à Toulouse, Lionel Zeffounou, il est maître de conférence à Nanterre, si j'ai bien compris. Et donc, est-ce que ça a sa place dans des cursus de quoi? De philo, de droit, ailleurs? Qu'est-ce qu'ils font les étudiants face à ça? Qui sont les étudiants, étudiantes qui s'intéressent à ça? Enfin voilà, ce côté aussi en fait cette théorie qui serait aussi une pédagogie, et voilà, enfin ça m'intéresserait d'élaborer dans ce sens-là. Alors oui, je vais commencer pour la première question sur la notion de race aux États-Unis et en France. Alors je pense qu'à la fois on peut donner une définition de la notion d'outil critique qui soit finalement une définition épistémologique, simplement épistémique. Vous voyez par exemple ce qu'on disait à propos du fait que, c'est ce qu'on dit aussi également dans l'introduction, on dit bien que la race justement, c'est un rapport social
qui donne lieu à des statuts assignés, à des positions qui sont rigides dans un ordre très stratifié, inégalitaire, et qui, quant à la répartition des biens sociaux, donc sur la liberté, le pouvoir, la santé, etc. Et la race, dans ce cadre-là, c'est bien, aussi bien pour les techniques pour la France, ça n'a rien à voir. Là, on n'est pas dans le contexte, on est vraiment à la définition, j'allais dire, chimique-cognitive, vous voyez. C'est le produit du racisme. Ça, c'est fondamental. La race ne précède pas le racisme. Donc, on n'est pas dans la catégorie, non pas de manière endogène, dans la catégorisation raciste et raciale du terme de race. C'est le produit du racisme, c'est ça, c'est ce qui résulte justement du racisme. Donc de ce point de vue-là, j'allais dire, quand on travaille de manière contextualisée, et là, il y a différentes manières, j'allais dire, il y a une production différenciée de la race, évidemment, selon les contextes historiques et géographiques. C'est évident, et c'est intéressant de ce point de vue-là, y compris de dire les historiens et historiennes, point de vue des comparaisons, l'histoire comparative par exemple. Voilà, je pense que ça a de l'Orsolor par exemple qui fait un peu ça sur la comparaison entre les empires néerlandais, colonial néerlandais, et l'empire français par exemple, le colonial français. Donc voilà, c'est intéressant de voir comment est-ce que la race opère, notamment sur les questions de l'activité ou des affects, différemment. Comment il y a des circulations aussi de répertoires, c'est intéressant, de lexicalisation aussi, sur par exemple la notion de métis, etc., pareil pour l'Empire espagnol, portugais, bon, voilà, c'est intéressant de voir ces circulations-là après, et comment est-ce que ça opère très concrètement. Ensuite, sur la question du racisme inconscient, alors ça, ça fait partie, c'est un texte qui est posé dans le livre, et qui essaie de montrer que en fait, on ne peut pas réduire le racisme à ses expressions conscientes. C'est-à-dire simplement l'expression consciente, et notamment, comme je le disais, en tant que cette approche-là serait portée par une certaine ontologie qui voudrait que souscrire au racisme, ce serait nécessairement avoir consciemment, de manière intentionnelle, disqualifier donc certaines personnes en raison d'une appartenance réelle ou supposée à un groupe social considéré comme radicalement différent. Vous voyez. Donc, l'idée racisme inconscient, c'est d'aller voir justement aussi tout ce qui se passe du point de vue non intentionnel, non explicite, mais pas seulement. Il y a aussi la notion quand même psychanalytique d'inconscient, et donc de somatisation des rapports sociaux. Et cette somatisation, ça veut dire qu'il y a une expression corporelle, c'est vraiment dans la corporéité même, dans l'embodiment, c'est-à-dire la manière, dans le rapport entre le corps-esprit, etc., qui exprime des formes de relégation sociale, de mépris, ou à l'inverse, voilà, d'exultation du fait qu'on appartiendrait, ou des réputations sociales, du fait qu'on appartiendrait à un groupe de population qui donnerait lieu à des formes d'anticipation en fait personnelle sur, je sais pas, au niveau de la sexualité, voilà, sur le désir qu'on va avoir, etc. Et c'est cette forme-là de réification, d'une certaine manière, et d'objectivation, qui donne lieu donc très concrètement, à des mouvements qui peuvent être des mouvements plus resserrés, des places, à des formes d'inquiétude, enfin plus que ça, parce que ça peut donner lieu, comme elle est très bien montré, une psychiatrie, et des pathologies du racisme, c'est tout le temps une saturation cognitive. Bon, il y a même des études qui montrent des thèses actuellement. Ça permettra de passer à la question de l'enseignement aussi, mais sur la santé mentale, en fait, des personnes qui sont racisées, qui supposent une mobilisation des rigidités corporelles, musculaires, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Et ensuite, sur cette question de racisme inconscient, vous vous demandiez si c'était s'envoyer à l'imaginaire des peuples colonisés. Alors, justement, on ne parle pas d'inconscient racial, par exemple, là, en ce sens-là, même si la question se pose, moi-même, j'ai pu employer cette idée-là d'inconscient racial. Mais l'imaginaire des peuples colonisés, c'est en fait un peu ce que montre ça, c'est un point de Fanon, c'est vraiment le titre, Peau noire, masque blanc. C'est comment est-ce qu'on en vient à revêtir, dans le rapport même à soi, un regard qui est un regard dénigrant, en fait, et qui, donc, du coup, fait que on va essayer de sortir du racisme par la haine de soi et la honte de soi, d'une certaine manière. Donc, ça participe effectivement d'une forme de racisme inconscient, cette honte de soi. Et après, comment est-ce que la compréhension du racisme, justement, dans toutes ses modalités, donc la conscience et corporelle somatique, peut venir enrichir la compréhension de la multidimensionnalité des oppressions, y compris textuelles, je pense que le fait est que comme il y a pas simplement une disparité, mais il y a les termes, je pense qu'il y a une multiplicité des logiques de racialisation qui fait que, comme je disais tout à l'heure, il y a dans la compréhension notamment du racisme inconscient quelque chose qui n'est pas nécessairement immédiatement saisissable et qui infuse et diffuse, disons, dans pas mal de rapports, la multiplicité de nos rapports sociaux, que ce soit, encore une fois, ou les rapports intimes, le rapport aux enfants, le rapport aux parents, les rapports aux grands-parents, les rapports aux histoires migratoires, cette forestopie, etc. Enfin, donc, de saisir, ça permet, je pense, de saisir une variété d'oppressions qui s'articulent entre elles. Alors, de manière dans la textualité, c'est-à-dire. Alors, dans la critical theory, une des méthodes employées, c'est celle de la déconstruction à la Derrida, c'est-à-dire d'essayer toujours d'aller voir en quoi un texte est constitué par un dehors, et par un dehors qui est celui des rapports, en fait, des rapports sociaux inégalitaires, déjà d'un dehors constitutif, en fait, qui n'est pas dit, et qu'il faut faire revenir d'une certaine façon à la surface. Donc, la déconstruction, c'est une forme de, pas forcément une forme de critique, c'est relire un texte par le fait qu'il est surdéterminé par ce qu'il me dit par d'une certaine manière, et qui serait tout l'implicite. Donc, voilà, il y a déjà ça dans cette pratique-là de la lecture, chez Edouard Saïd, par exemple, quand il relit Camus, ou quand il relit Conrad, enfin voilà, il y a cette complètement avoir une approche textuelle dans ce cadre-là. Alors, enfin, la question des enseignements, elle est fondamentale en fait. En fait, le mouvement même, c'est intéressant parce que le mouvement, je pense là vraiment, ça plus comme le CEI, ça peut revenir juste rapidement au livre, mais il vient cette impulsion quand même aussi des mouvements politiques et sociaux par les étudiants en fait, et les étudiantes. Et donc qui demandent notamment beaucoup de langues africaines. Ça, j'ai oublié de répondre à la question de Michel là-dessus, sur les arts culturels, etc. La fin du Swahili, d'avoir une histoire qui soit plus afrocentrée, par exemple, pas que afrocentrée, ça peut être d'autres. Donc du coup, elle est fondamentale, j'allais dire, c'est pas simplement une question de diversifier les points de vue, les histoires, d'ajouter un chapitre comme on dit souvent, mais même dans notre manière de faire cours, ça suppose un rapport pédagogique très spécifique. Donc ça, c'est l'un des derniers textes du volume, c'est Gloria Bill, qui vraiment est forte sur cette idée-là de la pédagogie critique
Race Theory. Donc ça veut dire, très concrètement, que les questions, je pense en philosophie, de revisiter l'histoire déjà de la philosophie, le corpus, le curriculum, la méthode, ça c'est une chose, de revoir aussi donc, également, même, j'allais dire, c'est non seulement les questions méthodologiques, etc., mais d'aller voir comment est-ce que, faire une histoire matérialiste et géopolitique de l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire à tel moment, tel siècle, on écrit ça, et pourquoi on écrit ça, quels sont les intérêts à écrire ça, et qui ça exclut, qui ça dénigre, etc. Donc, notamment, je sais pas, ça veut dire relire Le Rire de Bergson, qui dit notamment en réalité sur voilà, vraiment il y a des questions, pourquoi rit-on d'un nègre? C'est la question que pose Bergson. Il la reprend et on entend ça, parce que, et ça c'est écrit, vous voyez, c'est en 1900, c'est contemporain de l'écriture de Dubois, des âmes du peuple noir. Donc ça c'est intéressant pour mettre dans le contexte politique, des Israël, des blackface, etc., de cette pratique-là. Donc ça c'est rien de revoir. Donc, par exemple, moi j'écris l'UE philosophie critique du genre et de la race, pour mon master, qui est une grosse UE de 50 heures. C'est la philosophie et ses mondes, c'est-à-dire de géopolitiser la philosophie. Donc ça, voilà, il y a une autre UE, des épistémologies du Sud, la philosophie africaine et diasporique. Vous voyez, c'est vraiment essayer de mettre en application du point de vue des contenus des cours aussi, cette idée très forte de décoloniser nous, de la philosophie. Pour Lionel, je crois que c'est plus compliqué. Parce qu'en droit, c'est très compliqué. Et qu'il faut avoir, voilà, et je ne peux pas parler à sa place, mais je crois qu'en droit, c'est vraiment très très compliqué. Le séminaire qu'il avait fait, 3 EGRA, c'était un séminaire délocalisé, qui avait lieu au Quai Branly, et qu'il a pu faire dans le cadre de l'UE. Mais c'est pas un cours qui est intégré un master de droit par la plateforme de formation en droit. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'il y a vraiment des enjeux aussi d'institutionnalisation qui sont très puissants et qui font sens. Moi, je pense que ce sont de vrais, qu'il faut les prendre en charge, parce qu'il y a des demandes d'étudiants déjà très très fortes. La philosophie féministe, encore une fois, dans mon champ, c'est très clair. Quel art du timing, il est 12h30 tout pile. Vraiment un très très grand merci voilà, pour ces réponses vraiment passionnantes, parce qu'on a tous beaucoup appris. Merci à vous aussi pour vos questions. Il y a une habitude dans le cadre du séminaire de laisser une trace écrite souvent des séances, donc on vous tiendra informé. Pour laisser une trace écrite sur le carnet du laboratoire qui s'appelle Esquisse, qui est en ligne. Je ne sais pas si Lara, Michel, vous vouliez rajouter quelque chose. Il faut venir les 6 et 7 juin. Michel qui fait l'annonce au présent. Oui, on a les 6 et 7 juin, on a en fait, on va dire une journée d'études de 2 jours, en fait 2 journées d'études, puisque le jeudi, c'est un jeudi et un vendredi, je crois, et Lara. Le jeudi matin, on aura donc demi-journée d'études sur le décolonial, mais en pratique. Qu'est-ce que le décolonial fait à notre recherche? Qu'est-ce que le décolonial provoque dans notre attitude de chercheur? Et puis le vendredi, toute la journée, on aura une journée d'études peut-être un peu plus classique, mais non moins
enthousiasmante sur le décolonial et l'Afrique. Puisque comme tout le monde le sait, les théories décoloniales sont venues de l'Amérique andine, et dans quelle mesure elles s'étendent en Afrique. Et voilà, c'est ça que... alors ça change très vite, mais jusqu'à récemment, il y avait peu de chercheurs africains qui se réclamaient du décolonial. Et donc c'est aussi ça que nous allons étudier. Et puis nous avons encore une séance au mois d'avril de ce séminaire. Je ne me rappelle plus la date exacte, mais ça viendra... Non, ça dépend de vous, Gafeni, c'est décommandé. Oui, je sais, mais j'ai vu hier Silver qui m'a dit qu'il le faisait quand même. Ça se fera sur lecture de texte, enfin comme on faisait l'an passé, puisque l'an passé on n'invitait pas les auteurs. Donc il veut quand même la maintenir. Et ça serait une bonne idée, qui lui précisément est un chercheur zimbabwéen qui se réclame du décolonial. Voilà. Moi je voudrais remercier aussi, bien sûr évidemment Ouria, pour sa disponibilité malgré plein de raisons qui pouvaient mener à dire non. Et je voudrais remercier beaucoup aussi Isée et Margot, dont je sais qu'elles ont fait un très grand travail, alors que le premier travail des doctorantes, c'est de faire leur doctorat. Voilà. Mais des fois, c'est bien d'aller un petit peu sur le chemin de traverse, et puis ça augmente la culture de tout le monde. Alors, merci beaucoup. On reste tous en contact. Donc, on se revoit en avril et on se revoit en juin. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Un grand merci.